Bonjour à toutes et à tous. On va à présent parler d'IA agentique et s'interroger sur la façon dont l'IA agentique peut révolutionner les fonctions de contrôle. Alors, l'IA agentique, ça résulte, ça remonte non pas à l'Antiquité, mais ça résulte quand même d'un vieux champ de recherche, les systèmes et les théories multi-agents développés dans les années 80-90, qui représentent un peu l'Antiquité de l'informatique et de l'IA. Et ça a pris réellement une nouvelle dimension grâce au LLM depuis 2022, qui rendent possible maintenant, en fait, pour les agents autonomes, de travailler de bout en bout de la chaîne. Donc l'IA agentique prolonge l'IA traditionnelle générative, mais introduit une rupture puisqu'elle n'analyse plus seulement, elle n'analyse plus seulement et elle agit. Donc si ce n'est pas encore répondu aujourd'hui, on va discuter de ses applications actuelles, de ses conséquences actuelles et à venir pour les fonctions de contrôle. Pour en parler, nous avons aujourd'hui les représentants de 3 univers d'application. La banque, avec Aldric Zappellini, qui est patron de la data et de l'IA au Crédit Agricole. La FinTech, avec Cédric Nallet, donc, qui est CEO de SmartPush. Et le contrôle, avec Timothée Dufour, du pôle FinTech ACPR. Je vous propose de vous présenter dans un premier temps et de nous dire comment en fait vous utilisez l'IA agentique ou comment vous observez pour l'ACPR, notamment dans sa dernière étude, comment elle est utilisée. On abordera ensuite la dimension du risque, puisque qui dit IA dit autonomie et IA agentique dit risque. Et ensuite, on verra dans une troisième séquence comment envisager demain un contrôle augmenté grâce à l'IA agentique. Alors Aldric, dans un premier temps, comment une grande banque comme la vôtre utilise déjà les différentes formes d'IA, pas seulement agentique, mais traditionnelles également, génératives, pour transformer ces fonctions de contrôle interne et gagner en efficacité? Je vais prendre des exemples, ça sera plus imagé, donc, et par génération de technologie, puisqu'effectivement, on n'a pas découvert tout ça avec l'arrivée de l'IA générative en novembre 2022. Si je regarde par exemple sur les grands processus qu'on a dans notre banque, évidemment, ils sont très gourmands en justificatifs en tout genre. Et donc, un des sujets qui s'est très vite posé, ça a été comment on peut guider le client pour remettre le bon justificatif, mais au-delà de le remettre, pour vérifier sa conformité au déclaratif ou ce qu'on avait par ailleurs dans notre système d'information. Donc ça, typiquement, sur les entrées en relation, sur les assurances, sur le crédit, ça fonctionne bien. C'est de l'IA traditionnelle. Le sujet là, qui est extrêmement prégnant, c'est qu'il faut que ce soit fait le plus tôt possible, parce qu'évidemment, toute non-conformité qu'on a asséchée à la source, c'est autant qui ne se répercute pas sur les conseillers, les fonctions de back-office, et peut-être même beaucoup plus tard sur les fonctions de contrôle, niveau 2, niveau 3, etc. Évidemment, on a aussi des exemples dans le domaine de la détection de la fraude, par exemple détection des fuites de données, on peut assimiler ça par extension à du contrôle. Si vous êtes un pirate, on va dire un peu violent, vous exfiltrez un très gros paquet de données, mais ça tous les systèmes peuvent le voir. Si vous êtes un petit peu plus subtil, vous faites ça par tout petit paquet de données, évidemment des IA qui détectent des schémas anormaux, évolutifs et plutôt discrets, ils ont la capacité à isoler finalement ces comportements-là et puis à rendre la main ensuite à des utilisateurs dont ça sera le travail de lever le doute, quoi. Voilà. Si je regarde l'IA générative, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, dans les cas d'usage qu'on a traités, c'est quand même des sujets où les fonctions de contrôle s'en sont emparées assez tôt. Je donne 2 exemples. On a par exemple notre corps d'inspection générale, donc l'audit, qui très rapidement s'est dit, mais en fait, cette forme d'IA-là, par sa capacité à analyser des procédures, des réglementations, et puis à restituer des synthèses ou même des plans d'action, elle a une très grosse capacité à nous aider à préparer nos missions d'inspection. Et donc il y a un projet qu'on a mis en production. En fait, il y a 1500 auditeurs dans ce corps d'inspection, si on prend la partie centralisée et la partie décentralisée, et c'est un cas d'usage qui a une très grande valeur pour eux. Pareil, par exemple, sur les équipes risque IT, cyber, CISO, très rapidement, comme ils ont des corpus documentaires qui sont évolutifs, c'est-à-dire énormément de contenu qui évolue tous les jours, pouvoir eux déjà avoir à disposition un outil qui leur permette de consulter ces bases et ensuite le restituer à l'ensemble de leur ligne métier de CISO, c'est très important parce que ça accroît finalement l'impact de cette fonction-là et de son animation, quoi. Puis alors après, si je me positionne sur le cran agent, soyons très clairs, nous, on a une approche d'adoption progressive, on appelait ça stratégie d'adoption maîtrisée,
autant on a de vrais beaux exemples d'IA générative, d'ailleurs souvent combinés avec de l'IA, qui sont partis en production, qui génèrent de la valeur. Sur les agents, et vraiment les agents au sens strict, hein, c'est-à-dire la capacité à déléguer à un système d'IA en autonomie, voire à un réseau de systèmes d'IA, puisqu'il y a aussi des systèmes multi-agents. Ça, c'est des sujets qui démarrent tout juste. Alors, on a beaucoup expérimenté, mais typiquement, un sujet là qui va potentiellement bien marcher, c'est on est en train de regarder côté IA génératif comment on contrôle des pistes d'audit, notamment dans le cadre de DORA, mais plus généralement pour toutes les fonctions de contrôle, avoir quelque chose qui aide à savoir si la piste d'audit est matériellement un bon justificatif par rapport au contrôle qui est demandé, c'est fondamental. Et en fait, là, on est en train de regarder si par rapport à ce sujet qu'on a fait finalement en IA générative traditionnelle, on ne peut pas confier ça à des systèmes d'agents. La règle qu'on s'est donnée, c'est il faut à chaque fois regarder quelle est la surface d'attaque à laquelle un agent nous expose, c'est-à-dire est-ce qu'il est proche du système critique ou pas. Ce que j'appelle système critique, hein, c'est ceux qui font qu'on est un opérateur d'importance vitale. Si ces systèmes qui sont encore peu matures d'un point de vue industriel sont très près du cœur du réacteur, on ne les utilisera pas pour l'instant. Et puis le deuxième aspect qu'il faut regarder, c'est quel est le prix de l'erreur. Ce que j'appelle le prix d'erreur, typiquement parfois quand j'entends qu'on va mettre des systèmes agentiques pour faire des paiements, alors pas comme conséquence, mais plutôt au cœur de la chaîne de paiement, une chaîne de paiement fiabilité 1 pour 1 million, très clairement le meilleur des agents ou de systèmes agentiques avec mettons un grand modèle de langage ou fine-tuné, c'est 1% d'erreur quand même. Est-ce qu'on supporte 1% d'erreur, donc de multiplier par 10 000 ? Donc typiquement, ça nous emmène plutôt sur des cas d'usage, par exemple de documentation méthodologique, qui sont quand même de la conformité, ou alors d'injection d'informations dans des systèmes d'information qui sont considérés comme étant plutôt en périphérie du système critique. Merci Aldric. Alors Timothée, du point de vue du régulateur, s'il n'utilise pas encore l'IA sur les contrôles, vous observez quand même des tendances globales parmi les organismes que vous supervisez, donc banques, assurances. Donc quel cas d'usage de contrôle vous semble déjà mature dans ce que vous observez? Je crois notamment que vous avez fait une synthèse étude IA récemment. Quels sont les points qui en ressortent? Alors, je vais m'inscrire en faux déjà, parce que j'aurai l'occasion d'y revenir, mais l'ACPR utilise déjà l'IA à l'occasion de ses propres contrôles. Mais pour revenir sur l'état de l'adoption de ces technologies dans le secteur financier, alors il y a un constat général qui est une adoption au sens large des technologies d'IA qui est très très rapide, qui est un constat qui est objectivable, puisque tu le mentionnais, on vient de conduire 2 enquêtes, une côté bancaire paiement et l'autre côté secteur assurantiel plutôt, sur l'adoption des technologies d'IA et d'IA générative. Et le premier fait saillant, c'est que les acteurs se sont mis en ordre de marche très très rapidement. Aujourd'hui, dans le secteur bancaire, sur la quinzaine d'acteurs qu'on a interrogés, qui représentent plus de 95% du marché, on est à 100% d'adoption des technologies d'IA, et dans le secteur assurantiel, 94%. On pourrait penser que c'est lié à une définition très large de l'IA, puisqu'on sait très bien qu'en tordant le bras à la définition de l'IA, on peut y faire rentrer beaucoup de choses, mais même sur des technologies plus récentes comme l'intelligence artificielle générative par exemple, où pour le coup on a une définition qui est un petit peu plus claire, on va dire, on a des taux d'adoption qui sont de l'ordre de 90% avec à échéance 3 ans, 100% des acteurs qui pensent qu'ils auront déployé des outils mobilisant ces technologies. Sur l'IA agentique, on est un petit peu, on va dire, en amont dans la chaîne de développement. Les cas d'usage qui nous ont été rapportés sont encore plutôt de l'ordre de l'expérimentation, ou à mi-chemin entre l'expérimentation et l'industrialisation. Mais là encore, et le passé se reproduira, hein, on sait très bien que les acteurs vont très très rapidement mettre ces outils en place. En termes de cas d'usage, et là on va se rapprocher du sujet de l'atelier de ce jour, la conformité au sens large, LCBFT et conformité plus généralement, figure parmi les cas d'usage les plus exploités, peut-être juste après tout ce qui a trait au service client, aux échanges avec le client, notamment bien sûr rédaction de mails ou traitement des réclamations, mais figure très très haut dans les priorités des acteurs, et c'est quelque chose qui ne nous surprend pas du tout parce que c'est effectivement des processus qui sont, et la CPR en a bien conscience, time consuming, resource consuming, et donc sur lesquels il y a rapidement des gains à faire, et aussi parce que c'est généralement des process qui se prêtent assez bien à l'utilisation de ces technologies, notamment tout ce qui a trait à l'IA générative. Et sans doute l'IA agentique dans le futur, si certains challenges et certaines on va dire conditions sont respectées. Merci pour cette description et pour ce mot prospectif. Côté FinTech, Cédric, Michael. Chez SmartPush, Oui. Vous avez développé
Alchimia ou Alchimia. Alchimia, oui. Alchimia, donc c'est une suite de 7 agents IA pour réinventer l'expérience financière. Donc comment est-ce que vous appliquez cette logique agentique au monde de la conformité et du contrôle? Oui. Et comment vos agents conformité orchestrés Oui. vont-ils demain changer la donne? On l'espère en tout cas. En tout cas, on veut y participer. Rapidement, bonjour à toutes et tous et merci à Finance Innovation Palais Brongniart de nous inviter. On va être la voix des FinTech dans cet atelier. Rapidement, que vous puissiez savoir qui on est, SmartPush, c'est une FinTech fondée en 2018, 7 ans d'existence, une cinquantaine de banques en clients, ça fait 4 millions de chiffres d'affaires, et il y a 20 personnes, dont 12 personnes à la tech, data, IA, applicatif. C'est une structure qui est rentable, et sa spécialité, c'est de raffiner depuis 7 ans la donnée financière, bancaire, fiscale, URSSAF. On est connecté à toutes les banques, aux impôts, pour servir des cas d'usage qui vont de manière très basique. Et grâce à l'asset de notre société qui est la Smart Data, on sert des cas d'usage pour les banques comme la vérification d'IBAN en temps réel, améliorer la lutte contre la fraude au paiement, améliorer le profiling financier, améliorer la capacité d'une banque à recommander des produits de manière personnalisée en temps réel en fonction d'un moment de vie. Ça, c'est notre métier. Et dans le cadre de ce métier, naturellement, quand l'IA générative est arrivée, afin, dans un temps 1, de fluidifier l'expérience client, bonjour Stéphanie, on a intégré l'IA générative. On a intégré l'IA générative dans nos processus, forcément, avec les sujets de souveraineté que tout le monde connaît. Et quand vous avez une cinquantaine de banques en clients, en tant que FinTech, ce que vous devez créer, c'est la confiance. Et on reçoit régulièrement, et c'est normal, hein, puisque l'Europe, globalement, établit des normes ou des directives qui redescendent auprès du régulateur, qui décline localement les directives. Les banques sont soumises à ces directives, et nous, en tant que sous-traitants des banques, on est soumis de façon à garantir de manière propre et conforme la chaîne de responsabilité. Sauf que nous, on est 20, on traite des milliards de données, et si jamais on veut traiter de manière industrielle et faire de la conformité un avantage compétitif, c'est pas avec un RSSI, un CTO et un DPO que je peux répondre à 50 clauses de sécurité qui comportent tous 200 feuilles avec 200 questions par feuille. Quelle est notre politique de gestion des secrets? Comment on verrouille les machines? Quand un salarié quitte l'entreprise, comment on a accès à sa machine? Qui entre dans l'entreprise? Est-ce que vous avez des badges? Comment vous traitez vos données? Où est-ce qu'elles sont hébergées? Est-ce que vous chiffrez de bout en bout? Bref, je vous la fais simple, mais ça, c'est notre quotidien. Donc si on veut créer de la confiance auprès des banques, il a fallu qu'on industrialise la capacité de notre FinTech SmartPush à pouvoir prouver sa confiance en répondant à des clauses de sécurité de manière très rapide pour assurer la conformité de la banque. 2, établir des politiques de sécurité, des procédures qui sont le plus poussées en fonction de nos moyens aussi. Et puis surtout, et c'est là où on va rentrer peut-être dans notre sujet, essayer de mettre SmartPush en conformité en temps réel avec les normes ou les directives qui tombent tous les mois ou tous les ans à l'Europe. Et c'était ça l'enjeu, c'est de rentrer de la conformité subie, où je vais échantillonner, je vais faire du déclaratif, à une conformité temps réel. Et c'est là où on a développé chez SmartPush 7 agents. Ça a été itératif, hein. On a un agent qui va cartographier les directives, les normes pour savoir où on est DORA, où on est NIS2, où on est RGPD. On a un autre agent qui va dire, bon, bah voilà, en fonction des nouveaux articles, des nouvelles directives, des nouveaux impératifs, voilà comment il faut mettre à jour nos politiques de sécurité. On a un agent rédacteur aussi qui, lui, va rédiger les politiques de sécurité en les mettant à jour. On a un autre agent qui, lui, va rédiger les supports de formation pour l'interne, puisqu'il faut qu'on embarque nos équipes. Et le sujet humain, il est essentiel dans la conformité. Pour une banque, c'est embarquer les conseillers, les équipes IT, les équipes marketing, les équipes métiers. Bref, et donc on a 7 agents qu'on a développés avec le temps et qui nous permettent aujourd'hui de passer d'une conformité qui est plutôt réactive à un contrôle proactif, temps réel, continu, pour qu'on puisse être compétitif et rassurer la banque sur notre capacité à être DORA, NIS2, RGPD complet. Merci Cédric. Donc maintenant qu'on a vu dans quel domaine en fait chacun développe ses modèles ou les observe, qui dit autonomie induit également une dose de risque.
Et donc on va s'interroger à présent sur les risques qui sont observés et appréhendés par chacun de vous trois dans vos fonctions, donc les risques liés à la massification et à l'autonomie en fait de l'IA et en particulier agentique. Je me retourne vers Aldric pour le Crédit Agricole. Donc avec la multiplication des modèles, des cas d'usage, quels sont selon toi les principaux risques? Oui, alors ça va dépendre si on répond uniquement sur Agentic ou globalement sur tous les systèmes IA. Ce qu'il faut quand même avoir et prendre en considération, et c'est ce qu'on a fait très tôt au Crédit Agricole en avril 2023, on s'est dit qu'on voulait une stratégie d'adoption maîtrisée. Parce qu'évidemment, en banquier, on est habitué à gérer les risques. Donc en général, on fait un beau catalogue à l'après-vert dès qu'une technologie arrive en disant ne faut pas le faire pour toutes ces raisons-là. Donc du coup, on a essayé de faire un peu mieux, c'est-à-dire qu'on s'est dit non, il faut le faire. En revanche, on n'est pas prêt à renoncer à tout ce qu'on a construit en termes de sécurité, de conformité, de protection des données, etc. Et on a fait cette stratégie. Et évidemment, la première chose qu'on a regardée, c'était la protection des données, parce que si vous reconditionnez, là, on regarde un peu dans le rétroviseur et on regarde début 2023, le risque dont tout le monde avait peur, c'était est-ce que mes collaborateurs, très attirés par les gains qu'ils pourraient avoir avec ces chatbots, ChatGPT ou d'autres, vont prendre des risques et vont mettre des données de l'entreprise ou de ses clients. Donc ça, c'était un premier risque. Très tôt, on s'est dit, bon, ça c'est une vision du risque, mais ce n'est pas une fin en soi, et donc on a commencé à avoir une démarche un peu rationnelle. Il y a un risque qu'on n'aborde pas souvent, et moi j'y tiens beaucoup, c'est que finalement, avant de savoir ce qu'on veut faire avec de l'IA, il faut peut-être déjà déterminer ce qu'on veut réellement faire à nos collaborateurs. Et c'est quelque chose auquel on s'est réattaché, ça faisait quasiment 3 ans qu'on n'avait pas re-challengé la stratégie IA, et on a eu besoin, au niveau des directions générales, finalement, de se re-questionner là-dessus et de dire, nous, ce dont on a envie finalement, c'est de concentrer l'humain sur des tâches plus contributives à la relation client, et ce à quoi doit servir globalement l'IA générative et peut-être demain les agents, c'est ça. Évidemment, en fonction de là où vous êtes positionné dans l'entreprise, ça n'a pas la même signification. Si vous êtes conseiller en agence, c'est vrai que si vous ne passez pas votre temps à contrôler des justificatifs et que c'est IA qui le fait en amont sur un self-care digital client, vous gagnez du temps. Vous pouvez passer peut-être un peu plus de temps sur un crédit immobilier à expliquer ce qui va se passer par la suite, comment le client va aller signer chez le notaire, qu'est-ce que c'est qu'une garantie, l'assurance emprunteur, etc. Si vous êtes dans le même back-office crédit, si vous avez une IA qui vous prépare vos mails et qui dit « Ah, urgence, il y a une modification à faire sur une garantie, par exemple, parce que la signature, elle est à 15h », vous traitez vos mails à la main, vous le voyez à midi, c'est foutu. Si l'IA vous le dit, vous faites à 8h, c'est fait, la signature est conservée, tout le monde est content. Vous n'êtes pas en front, mais vous avez été plus contributif à la relation client. Voilà, donc c'est pour être bien clair. Et d'une manière générale, quand on a regardé sur l'IA générative, on s'est dit ça va nous servir aussi à ça, mais, et ça a été dit juste à l'instant, c'est aussi une forme d'IA qui nous permet de mieux appréhender les interactions avec le client, qu'elles soient écrites, vocales, tout ce qui nous remet aussi globalement, que ce soit des documents ou autre chose. Et donc on a développé aussi cette idée de banque conversationnelle. Si je reviens sur les risques, après, de manière très rationnelle, il faut quand même avoir conscience que ces IA génératives, et encore plus les agents, ces technologies, et je pèse mes mots, qui ne sont pas du tout matures sur le plan industriel. En tout cas, pas au standard d'une grande banque comme le Crédit Agricole. Et donc ça signifie que quand on prend ces systèmes-là, la réalité, c'est que c'est beaucoup plus compliqué que de faire un prompt dans ChatGPT. Il faut, nous, que ça soit at scale, donc ça veut dire que ça soit plusieurs centaines de milliers de collaborateurs, que ce soit 10 millions de clients si c'est nécessaire. Ça veut dire aussi qu'il faut que ça passe quelque part toutes les règles de sécurité by design. Ça veut dire que les résultats doivent être robustes et pertinents, donc les fameuses hallucinations, là on se pose la question. À date, à l'instant où je vous parle, aujourd'hui on a un cadre normatif IA qui n'autorise pas l'ouverture à un client final d'un système basé sur l'IA générative. Donc il faut quand même l'avoir en tête. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas le faire, ça veut juste dire que ça, on va l'instruire en centrale de manière très très poussée. Parce que je vous assure que quand on veut sécuriser ces systèmes-là, quand on les expose à des attaques externes, quand c'est ouvert sur Internet, c'est très compliqué. Exemple, moi dans mes équipes, j'ai un data lab. Dans ces équipes-là, ça fait des années qu'on investit sur la sécurisation des IA. Donc très tôt, on s'est dit, tiens, IA générative, demain agent, nouvelle forme d'attaque. D'attaque cyber, je parle. Typiquement, on a une base de 500 attaques qui nous sert à simuler, donc c'est du red teaming IA. La dernière fois qu'on l'a fait, donc c'était en mai, on a regardé les grands chatbots du marché ouverts sur Internet. Le meilleur, 20% de notre base d'attaque passait, et le plus mauvais, 50%.
Donc la question, quand on veut ouvrir ces systèmes à l'extérieur, c'est est-ce que le risque est acceptable? Est-ce que j'ai suffisamment investi pour le réduire, le réguler? Il y a des façons pour le faire. Et après, et ça a été dit sur la table ronde d'avant, il faudra qu'on soit assez pragmatique, parce que des moments, quand on veut utiliser des technologies qui sont encore peu matures, on passe plus de temps finalement à patcher des problèmes qui ne devraient pas exister si on sélectionnait les technologies plus robustes. Un exemple, quand vous êtes sur un agent, par exemple, qui va avoir 95% de précision, c'est super, sauf que vous ne savez pas où sont les 5%. C'est-à-dire que sur la partie, les LLM, par exemple, il n'y a pas de seuil de confiance, en tout cas fiable, qui nous permet de dire où sont ces 5%. Quand vous êtes en IA traditionnel, vous avez un système, s'il a 95% de précision, vous pouvez avoir des seuils de confiance, des calibrages finalement, qui vous disent, il y a des cas où le système va dire, là, la prédiction, je suis certain à 99%, là, je suis certain à 20%. Évidemment, vous n'allez pas automatiser quand vous êtes à 20%. Vous voyez, donc c'est des sujets comme ça qu'on traite de manière très pragmatique. Évidemment, il y a plein d'autres sujets. Là, j'ai focalisé sur des risques qui sont plutôt de nature technique, mais il y a tous les risques en fait, qui sont plutôt de nature, on va dire, sociétale, les impacts environnementaux. Il y a aussi sociétal au sens, qu'est-ce que ça va modifier finalement dans l'appréhension de la relation client? Est-ce que, par exemple, un système d'IA génératif qui répond à un email, le client a bien toujours la même image de sa banque? Est-ce qu'il considère toujours que c'est son conseiller attitré qui lui répond? Tout ça, c'est des sujets qui peuvent paraître anecdotiques quand on parle de nouvelles technologies, mais qu'il faut quand même penser à l'avance, dans une perspective où ça va se massifier et où finalement les petits problèmes qu'on avait jusqu'ici, parce que ça représentait 5% de nos processus, nos parcours clients, potentiellement, si on n'y prend pas garde maintenant de manière préventive, c'est peut-être les très gros problèmes qu'on aura à gérer dans l'avenir. Merci. Timothée, du point de vue du superviseur, quels garde-fous en fait sont nécessaires pour encadrer l'autonomie croissante des IA agentiques et comment les régulations telles que l'IA Act en fait, doivent être interprétées dans ce contexte? Alors je commencerai par dire qu'on a beaucoup abordé les risques et c'est normal et le régulateur aime bien parler des risques, mais peut-être en introduction, je pourrais dire que la CPR est très heureuse en tant qu'autorité de voir aussi des systèmes d'IA mis en œuvre par ses assujettis dans le domaine de la conformité, qui sont parfois nécessaires et il n'est pas du tout exclu, voire même c'est sans doute une perspective assez réaliste, que la CPR impose à moyen terme ou à long terme que de tels systèmes soient mis en œuvre sur des points très très précis. Par exemple, quand il s'agit d'analyser des très vastes volumes d'opérations pour identifier des opérations qui seraient à risque d'un point de vue LCBFT, aujourd'hui les outils d'intelligence artificielle qui sont mis en œuvre par les banques, par exemple, sont infiniment supérieurs en termes de performance par rapport à ce qu'ils mettaient en œuvre auparavant. Ceci étant dit, la réglementation avance aussi sur l'encadrement de l'IA à son propre rythme, on va dire. Alors l'AI Act est bien sûr le pilier, on va dire, aujourd'hui de ces textes, mais pour l'IA agentique, c'est un texte qui est relativement muet. Il y a une question aussi de rythme, mais il n'y a aucune disposition spécifique du texte qui s'applique spécifiquement à l'IA agentique. La logique du texte est classée, on va dire, ou classe les cas d'usage en termes de niveau de risque. Pour le secteur financier, il y a deux cas d'usage qui sont considérés comme des cas d'usage à haut risque, comme vous le savez sans doute, l'étude de la solvabilité des personnes physiques et l'évaluation du risque et la tarification pour les garanties vie et santé dans l'assurance. Et l'IA agentique, a priori, ou en tout cas dans les cas d'usage qu'on voit aujourd'hui apparaître, ne s'inscrit pas dans ces deux cas d'usage. Ce qui ne veut pas dire que l'AI Act ne trouvera pas à s'appliquer à ces cas d'usage de l'IA agentique. Ils rentreront vraisemblablement dans la catégorie des cas d'usage à risque limité, voire faible, dès lors qu'il n'y a pas d'interaction directe avec le client. Mais l'ensemble des principes généraux de l'AI Act, notamment les 7 principes, robustesse technique, les 7 principes qui sont liés au considérant 27, trouveront à s'appliquer. Ceci étant dit, en substance, aujourd'hui, le cadre réglementaire qui s'applique d'ores et déjà à l'IA agentique et à beaucoup de systèmes d'IA en fait, est issu de la réglementation sectorielle. Et il y a déjà énormément de choses qui sont présentes dans la réglementation sectorielle. C'est un gros travail des autorités européennes en ce moment d'essayer de faire un petit peu un mapping de qu'est-ce qui est couvert à la fois par la réglementation sectorielle et par l'AI Act, pour éviter qu'il y ait bien sûr des principes qui soient orthogonaux, identifier aussi ce qui n'est couvert que par l'AI Act, principalement pour les cas d'usage à haut risque, et ce qui n'est couvert par aucun des textes et pour lesquels la guidance ou des textes supplémentaires seront nécessaires. Aujourd'hui,
la majorité des risques sont couverts par la réglementation sectorielle et en fait, on retombe un peu sur des principes, alors je ne veux pas dire de sagesse populaire, mais ce qui a été identifié, c'est bien sûr un nécessaire recensement de l'ensemble des systèmes d'IA qui sont mis en œuvre au sein d'un organisme, c'est le premier pas. Également une bonne information et une bonne implication des organes de gouvernance, ça c'est toujours on va dire quelque chose sur lequel la CPR insiste beaucoup, c'est-à-dire que les organes de direction doivent être capables de comprendre ce qui est mis en œuvre et d'éventuellement stopper la machine. Ça rejoint des considérations plus techniques d'implication de l'humain, on dit human on the loop, human in the loop, qui sont particulièrement importantes pour les questions d'IA agentique, et je rejoindrai ici les propos sur la question de la criticité des éventuelles erreurs qui sont mises en œuvre. Dès lors qu'il y a des erreurs qui sont critiques, le contrôle humain doit être absolument renforcé. Merci Timothée, donc des dispositifs à l'écoute des retours d'expérience qui avancent. Cédric, tu avances vers une mise en conformité perpétuelle, nous as-tu dit, en interne et pour tes clients. Donc, est-ce que tu peux détailler un petit peu l'architecture d'agent conformité que tu as imaginé, expliquer comment ça répond précisément à ces nouveaux risques? Oui, bien sûr, je peux. Juste avant de répondre, peut-être de zoomer sur la question, juste un petit sondage à main levée, parce qu'on n'a peut-être pas fait l'exercice. Qui pourrait définir ici dans la salle, de manière précise, ce que c'est qu'un agent, ou qui ne pourrait pas plutôt, qui ne pourrait pas définir de manière précise ce que c'est qu'un agent IA? Voilà, très bien. Bon, alors je vais peut-être revenir sur de la sémantique rapide, et après je rentrerai dans la question. Historiquement, vous savez, l'IA, c'est pas neuf, ça existe depuis quelques dizaines d'années, je ne vais pas rentrer dans l'histoire. La première forme d'IA, vous l'avez connue, c'est le logiciel. Un logiciel, c'est un moteur de règles qui exécute. Ça, vous avez tous utilisé un logiciel, vous savez ce que c'est. Ensuite, sont arrivés les logiciels apprenants, c'est ce qu'on a appelé le machine learning. Donc des algorithmes sont nés, et avec une quantité de données impressionnante, ils ont pu apprendre, profiler des clients, modifier des règles, et on est sorti du moteur de règles tout fait, on est passé sur de l'apprentissage. La troisième vague qu'on a vu arriver il y a 3 ans, 3-4 ans, l'IA générative, c'est une nouvelle forme d'intelligence, où là, après avoir exécuté et après avoir appris, elle a créé du texte, elle crée de la vidéo, elle crée de l'image. Ça, c'est l'IA générative, c'est ChatGPT, vous l'avez sûrement déjà utilisé. La dernière phase d'IA qui est en train de naître, on en est effectivement encore au balbutiement, on en a tous conscience, c'est l'IA agentique, qui est l'expression la plus avancée de l'IA générative, qui sont des agents, donc des programmes informatiques, qui sont autonomes, vous n'avez plus besoin de leur parler constamment pour qu'ils agissent, ils peuvent agir la nuit, même sans discuter avec vous. Donc ils sont autonomes, ils sont connectés à des ressources logicielles, par exemple c'est une ressource, et on a des protocoles qui les sécurisent comme les MCP, et avec une ambition, ils ont un objectif. Typiquement dans la lutte contre la fraude, je ne sais pas moi, au crédit immobilier, on peut mandater un agent pour qu'il vérifie la nuit les pièces que des personnes auraient déposées dans le cadre d'un self-care, pour un dossier de crédit, les pièces d'identité, les fiches d'impôt, les bulletins de paye, etc. Une IA, un agent scanne tous ces documents, établit un diagnostic, et le matin, quand le conseiller arrive, il a déjà un profiling qui est précis, un indice de risque, et peut prendre une décision, déclencher le crédit ou pas. Donc, ayez bien ça en tête, la dernière forme d'IA, c'est ça, c'est l'agent qui est autonome, connecté à des ressources, et qui a une ambition, un objectif, et il peut tourner sans vous. Donc ça amène la dimension du risque, puisqu'il a une liberté d'agir, il peut même décider. Et Gartner dit qu'en 2028, 15% des décisions dans la finance seront prises par des agents IA. Du decisioning crédit, de la fraude au paiement. Donc la banque devra capitaliser, parce qu'elle n'aura pas le choix, quelque part avec ces agents IA qui vont augmenter le personnel de la banque. Et nous, c'est comme ça qu'on le voit, ces smart push, et je vais revenir sur l'architecture. Nous, notre équipe conformité risque, vous l'avez compris, c'est 3 personnes en plus du CEO. Et avec nos 7 agents, on passe à 11 personnes. Donc c'est du contrôle augmenté par des agents IA. Et en termes d'architecture, on l'a construit avec le temps, mais aujourd'hui, l'état le plus avancé de notre architecture est le suivant. On a développé un premier agent qui était de dire, bon
va chercher les directives européennes, les déclinaisons de la CPR, met nous au courant quand il y a des modifications pour qu'on puisse mettre à jour nos politiques de sécurité. Et puis finalement, on en a rajouté d'autres, des agents, jusqu'au rédacteur qui, lui, va rédiger les politiques de sécurité, ou même à l'interface, maintenant, on a un chatbot qui permet, dans le cadre d'une question d'un client qui pourrait nous interroger la nuit, il peut répondre sur nos politiques de sécurité. Cette architecture-là, elle nécessite, et c'est ça qui est drôle, c'est que même au niveau informatique, ça se reproduit, elle nécessite un orchestrateur, un boss. Il faut un boss des agents. Donc on a un agrégateur, on a un contrôleur, on a tout un tas d'agents, mais au-dessus, voilà, il faut un Chief Agent Officer, un CAO, on peut appeler ça, qui lui va orchestrer les actions, déclencher un contrôle ici, déclencher une réponse là, activer le blocage d'une transaction si nécessaire, et lui aussi est autonome. Donc en termes d'architecture, vous voyez que finalement, nous bientôt sur SmartPush, sur notre site internet, on communiquera de cette façon. On a une équipe d'humains, on est 20 personnes, et on a une équipe d'agents, 20 agents supplémentaires sur l'expérience client ou sur la conformité. Donc on a un chief qui orchestre des agents spécialisés, et pour le rapport avec la conformité, c'est qu'ils sont tous auditables, traçables, peuvent fournir des preuves. Et on pourra expliquer dans 2 ans, finalement, pourquoi sur tel dossier de crédit, on a utilisé ce traitement et pas celui-là. Est-ce qu'il a été inclusif ou pas? Est-ce que les calculs sont bons? Quel LLM on a utilisé? Donc voilà, on est justement dans le cadre de l'EIA Act, dans tout ce qui est proportionnalité, ressources, explicabilité. Et au final, tout ça, ce n'est pas encore le cas aujourd'hui, mais on imagine créer une API pour que des TPE, des fintech, voire même des grands acteurs comme des banques puissent utiliser des agents SmartPush pour faire du contrôle et de la conformité en temps réel. Merci Cédric. Et donc, puisque je vois que l'heure tourne, on va arriver à la conclusion de cette table ronde sur comment concevoir finalement en fait, un contrôle augmenté par l'IA, selon le point de vue de chacun. Peut-être rapidement un dernier tour de table. Donc, Aldric, pour une grande banque, à quoi ressemble un contrôle augmenté en pratique? Ouais. Petit rebond quand même, juste pour que ce soit bien clair. Aujourd'hui, dans les banques, en fait, il n'y a pas énormément de cas d'usage dits à risque élevé. Il y a effectivement les décisions de crédit ou tout ce qui pourrait concerner par exemple des décisions liées d'une manière ou d'une autre aux ressources humaines. Je veux juste bien être clair que sur les décisions de crédit, même si c'est de l'aide à l'octroi de crédit, globalement, nous, on proscrit formellement le fait d'utiliser un système qui serait propulsé par une IA générative sans qu'on en maîtrise la base d'apprentissage et l'explicabilité locale et globale, quoi. Voilà. Donc évidemment, si vous êtes sur un chat GPT, ou des modèles GPT-5, GPT-4, etc., ça, vous oubliez tout de suite. Il faut que ce soit clair parce que souvent, en fait, le sujet, c'est quand même là-dedans que ça se joue, c'est est-ce que finalement, ce qui forge ma décision en tant que banquier, j'en maîtrise totalement les tenants et les aboutissants, et en particulier, est-ce qu'il n'y a pas de potentiel biais discriminatoire qui pourrait être amplifié par le système d'IA. Alors ceci dit, les biens, ils y sont. Hein. S'ils sont là, c'est qu'ils sont bien dans les données initiales, mais simplement, on a vraiment des obligations très fermes en fait, de les contrôler, et ça ne date pas de l'AI Act. Hein. D'ailleurs, tu parlais de réglementation sectorielle. En banque, ce n'est pas finalement un très gros sujet, l'AI Act, parce qu'on a aussi la gestion du risque de modèle, qui est une réglementation préexistante, et sur les modèles de score d'octroi de crédit, maîtriser le biais, c'est fondamental. D'ailleurs, ça a été même avant le RGPD. Je me rappelais à l'époque, on déposait les dossiers à la CNIL, 300 pages bien documentées sur comment tu gères tes variables, tu redresses, etc. les biais. Et donc voilà, donc c'est pas non plus une marche très grande à franchir. Ceci étant, ce qui change de mon point de vue aujourd'hui, on va faire le lien avec la question, c'est la rapidité d'adoption de ces technologies-là. C'est-à-dire, je disais tout à l'heure, on était peut-être à 5%, maintenant on est peut-être à 10%, et puis on va aller de plus en plus vers une diffusion massive dans nos processus, dans nos parcours clients, dans tous les systèmes en fait, embarqués dans la banque, de ces IA. Et donc ça signifie que là où avant ça restait plutôt une thématique d'experts, des experts IA, bah, il faut finalement que ça devienne quelque chose qui irradie toutes les fonctions de la banque. Les fonctions de contrôle, on en a parlé. Ça veut dire aussi que les risques IT, qui jusqu'ici étaient quand même sur des risques IT plutôt traditionnels, n'avaient pas forcément dans le radar la technologie IA, et ben, il faut aussi qu'on l'amène jusqu'à ces risques IT. Donc nous, assez tôt, on a eu l'intuition, pour rappel, l'AI Act, premier texte, avril 2021. Donc un petit peu de temps quand même pour s'y préparer. On a commencé à digérer ça et on s'est dit, de toute façon, il n'y a qu'une solution pour toucher ça du doigt,
c'est très tôt anticiper la transcription en fait, de ce que pouvait être l'AI Act, d'y inclure aussi, nous, nos propres exigences, parce que finalement, la réglementation, bah, c'est bien, il faut être conforme, c'est sûr, mais la question de la maîtrise industrielle, elle est fondamentale, et donc du coup, on y a injecté d'autres choses, on y a injecté aussi nos engagements numériques responsables. Et très tôt, on l'a fait de manière très collaborative, avec les fonctions de contrôle, avec les risques, pour édicter un cadre normatif IA. Celui-là, il a été édicté en octobre 2024, qui inclut une taxonomie des risques IA. Et on a fait un choix tout de suite, même si tous les risques ne sont pas techniques, on a dit cette taxonomie des risques IA, elle sera reliée directement à la cartographie des risques IT. Et finalement, on co-administrera ces risques IA avec les risques IT. Dans un premier temps, plutôt les experts IA qui vont détecter les risques émergents, les qualifier, déterminer les scénarios d'impact, les leviers de détection et puis de réduction. Et puis progressivement, il faudra rendre la main aux experts risques IT, cyber et aux CISO, parce que ça deviendra finalement un risque comme un autre, et ça sera plutôt la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'on sera arrivé à la phase de maturité. Merci Alric. Timothée, rapidement, point régulateur, comment concevoir un contrôle augmenté par l'IA, donc partagé superviseur-supervisé? Alors, comme je le disais tout à l'heure, le contrôle augmenté, il est dans les deux sens. Il est du côté des assujettis, il est aussi du côté de la CPR. Nous, ça fait déjà quelques années qu'on travaille sur des outils en interne. Il y en a qui sont déployés directement en contact avec les assujettis. Je pense notamment à l'outil Lucia, qui a déjà été employé à l'occasion de plusieurs contrôles d'établissement de crédit, justement sur la LCBFT. Mais on a aussi, de manière un peu plus on va dire cachés, mais des outils qu'on met en œuvre en interne, par exemple des outils de détection des publications commerciales qui ne respecteraient pas les critères en termes de mention obligatoire ou autre. Ceci étant dit, sur la question de concevoir ensemble un contrôle augmenté, le motto, on va dire, de la CPR, c'est de faire ensemble. Ce n'est pas seulement une formule. Si certains d'entre vous ont peut-être participé, mais dans les années précédentes, on a construit plusieurs tech sprints, par exemple, en collaboration avec des acteurs financiers. Je pense notamment sur la question de l'évaluation du risque de crédit. On a construit un tech sprint qui visait à imaginer les méthodes de contrôle futures de la CPR quand elle se retrouvera confrontée à des modèles en boîte noire d'évaluation de la solvabilité d'une personne. Et donc on avait mis en compétition différentes équipes, à la fois un tech sprint étudiant et puis un tech sprint plus avec des professionnels, pour leur demander d'expliciter un petit peu le fonctionnement du modèle qui leur a été présenté en ayant accès juste à des inputs et des outputs. Donc voilà, donc ça c'est une façon d'apprendre ensemble techniquement. Et sur la réglementation future, et c'est le cas pour l'AI Act, c'est de maintenir aussi un contact permanent, parce que la CPR aura aussi besoin d'apprendre de ce que font les acteurs. Les acteurs bancaires, on le sait, sur beaucoup de points, ont déjà construit des politiques du risque IA en l'absence même, ou en tout cas en amont de l'AI Act, et c'est quelque chose sur lequel la CPR s'appuiera aussi, ou dont elle s'inspirera, on va dire, pour ses futurs contrôles. Et d'ailleurs, en ce moment même, pas aujourd'hui, hein, c'est figurativement, mais la CPR mène un cycle de discussions, de groupes de travail technique avec des acteurs du secteur bancaire pour essayer de comprendre comment eux approchent ce risque et quelles sont les difficultés ou les flous dans le texte qu'ils voient et comment la CPR pourrait apporter plus de clarté. Merci Timothée. Et en un mot, Cédric, comment tes agents conformité orchestrés peuvent-ils démocratiser ce contrôle augmenté, aussi bien pour TPE que pour grands groupes? Quand on parle de contrôle augmenté, alors deux questions dans la question. Contrôle augmenté, finalement, comment on peut le construire ensemble? Dans le contrôle augmenté, je pense que vous avez saisi, hein, c'est rendre la conformité temps réel, plus fiable, plus rapide, et compresser le temps entre une directive qui sort et la mise en production d'un processus au terme chez une fintech ou chez une banque. L'augmentation aussi, elle est au service du capital humain, puisque vous l'avez compris, hein, des agents, c'est des copilotes de CISO, d'IPO, CTO, puisqu'ils viendront quelque part accélérer les délais de traitement quand il y a un audit qui est déclenché, accélérer la mesure de l'écart, par exemple. Donc on viendra augmenter les humains, donc c'est absolument pas pour remplacer ni les auditeurs ni les contrôleurs, mais au contraire augmenter leur capacité à produire rapidement des preuves de confiance. Et nous, comment on compte participer à ce phénomène? Parce que l'IA générative, qu'on le veuille ou non,
la bête est là, elle est lâchée, elle est dans l'arène. Lutter contre, c'est impossible. Au contraire, utilisons-la. Mais effectivement, il y a des biais, il y a des hallucinations, il y a une absence de contrôle avec l'agentique qui naît. Donc, comment est-ce qu'on fait pour garder tout ça sous contrôle? Clairement, il faudra être en capacité de pouvoir maîtriser de manière souveraine les modèles. Il faudra être en capacité d'établir des bases de connaissances, puisque les agents s'appuie sur des bases de connaissances qui soient hébergées en local, sans doute on-premise ou cloud-UE, qui répondent à tous les principes de conformité. Et nous, l'objectif pour nous, c'est de construire une infrastructure, une architecture qui soit modulaire. Là, je parle pour Smart Push, de façon à pouvoir mettre à disposition du plus grand nombre des agents qui soient conformes, auditables, traçables, pour des TPE, des FinTech, des PME, qui de toute façon seront soumises aussi à la réglementation DORA, NIS, RGPD, etc. Donc ça, c'est le projet. C'est un projet plutôt Smart Push sur la partie conformité. Et pour l'ambition, l'idée, c'est de pouvoir co-construire avec la CPR, avec des grandes banques, ce sujet de manière commune, puisque de toute façon, le régulateur, lui, aura son impératif. La banque, elle, pour des questions de business, voudra utiliser cette technologie, mais de manière dérisquée. Et puis, on a des acteurs comme nous qui sont capables d'innover rapidement, d'itérer, et donc de pouvoir déployer ou de tester ou d'évaluer le risque autour de ces technologies et de construire un environnement de confiance agile et scalable. Merci Cédric et merci à tous les trois. Donc tu anticipes un tout petit peu sur mon mot de conclusion. Effectivement, les banques assurances nous ont montré quel était le potentiel de transformation et comment ils l'exécutaient. Les régulateurs fixent le cadre indispensable à la confiance. Et effectivement, les FinTech, RegTech innovent en créant en coopération avec les banques des outils concrets rapidement. Donc on a bien compris que craquer le sujet de l'IA agentique, des fonctions de contrôle pur, ça va pouvoir se faire dans un projet conjoint entre les acteurs, régulateurs, banque assurance, FinTech, RegTech. Et c'est cette triangulation qui nous permettra d'allier innovation intelligente, confiance et souveraineté. Merci à toutes et à tous. Merci à toi.